Bon, alors bonjour. Je suis avec Philippe Blanquet. Bonjour. Moi, j'ai parlé avec d'autres personnes de cette structure-là, mais je suis resté un peu sur ma faim. Donc ça, c'est un ouvrage qui est assez basique, je suppose, hein, qui est pédagogique, Ah, pas du tout, non. non? Non, non, ça n'a rien de pédagogique du tout et c'est pas un livre sur la méthode Feldenkrais, c'est un livre sur le parcours de vie de Moshe Feldenkrais, hein, Oui, voilà. depuis sa naissance jusqu'au moment où il décide de se consacrer à sa méthode. Mais Feldenkrais, c'est ce monsieur qui est derrière vous. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est le Dulsuti du Shtetl, donc le petit village juif où il est né, au fin fond de l'Ukraine, hein, à l'époque qui était russe. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, jusqu'à la méthode, donc jusqu'au moment où il finit par trouver sa voie, mais il a déjà plus de 50 ans. Donc moi, ce qui m'a passionné et enthousiasmé, c'est vraiment un livre d'enthousiasme, c'est cette énergie positive qu'il a toujours poussé en avant, quoi. C'est Moshe Feldenkrais, c'est quelqu'un qui s'est construit lui-même et qui s'est construit, on peut dire, à l'encontre de tous les pseudo-déterminismes sociaux, culturels, etc. C'est quelqu'un qui il est né en 1904, donc aux confins de l'Ukraine, dans un petit village juif. Et donc à cette époque-là, c'était l'époque des grands pogroms en Russie, donc il a échappé à ça. En 1918, il a 14 ans, en plein hiver, il fait moins 40, il décide de partir, parce qu'il n'en peut plus de cette situation, et partir pour la Palestine. Et il part tout seul à 14 ans, en plein hiver, et il traverse donc la moitié de l'Europe, et il aboutit finalement en Palestine, donc il a 15 ans, il est tout seul, il n'a pas d'argent, donc qu'est-ce qu'il fait? Il devient manœuvre sur les chantiers du futur Tel Aviv. Donc quand lui, Moshe Feldenkrais dit j'ai construit Tel Aviv, c'est il l'a construit brique par brique, quoi, vraiment avec ses mains. Mais ce n'est que le début de son aventure. Ensuite, il invente une méthode de self-défense qu'il vend à la future armée israélienne, donc à l'époque la Haganah, la Ligue de défense des Juifs. C'est pas le Krav Maga, quand même. Non, pas le Krav Maga, non, parce que lui, c'est une méthode vraiment purement défensive et qui était basée sur les réflexes. C'est une méthode très, très, très originale. Et avec l'argent de la vente, il décide d'aller faire des études de physique. Alors là aussi, c'est incroyable. Voilà un homme qui parle russe, qui parle polonais, qui parle anglais, qui parle hébreu, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'aller faire ses études en France. Il ne parle pas français, quoi, mais pour lui, c'est un détail, c'est une bricole. Et donc, il se retrouve à préparer un doctorat, à faire un doctorat de physique en France, et il devient le premier assistant de Frédéric Joliot-Curie. Frédéric Joliot-Curie, qui est à l'époque, devient prix Nobel de physique. Vous l'avez reconnu comme quelqu'un de valable, en fait. Oui, c'est quoi qu'on puisse dire. Et en même temps, c'est ça qui est formidable aussi avec Moshe, c'est qu'en même temps, il devient une des premières ceintures noires de judo en Europe. Et c'est lui qui introduit le judo en France et qui va créer ce qui va devenir le Judo Club de France. Donc en fait, si les Français sont si forts en judo aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce à Moshe, parce qu'il a quitté son shtetl en 1918 du fin fond de l'Ukraine. Et ce n'est que le début de ses aventures. Jusqu'au moment où comme il a très mal à un genou parce qu'il était passionné de football et qu'il s'est gravement blessé en jouant au foot, et il s'est soigné lui-même son genou. Ce qui est le début, les prémices de ce qui allait devenir sa méthode. Sa méthode qui est une méthode thérapeutique, mais beaucoup plus large que ça, comportementale, on peut dire, de prise de conscience de son corps. Et qui est basée sur quelque chose qui ressemble fondamentalement à Feldenkrais, c'est de ne pas séparer l'esprit du corps. Voilà. Et il l'a prouvé toute sa vie, puisqu'il était judoka chez les physiciens et physicien chez les judokas. Et c'est ce brassage, cet apport réciproque du corps, de l'esprit du corps, qui est à la base de sa méthode, qui est aujourd'hui universellement connue et pratiquée par des centaines de milliers. Il y a un jeu de mots qu'on pourrait faire entre judoka et judaïsme, en fait. Oui, il y a quelque chose de ça aussi. Quelle est la probabilité que quelqu'un d'un shtetl d'Ukraine rencontre Jigoro Kano, japonais, inventeur du judo, quoi. C'est vraiment une histoire de... Alors vous-même, vous en avez profité de cette méthode? Pas du tout. Alors moi, Oui. je ne suis ni juif, ni praticien Feldenkrais, ni pratiquant. J'étais en dehors de ça. Mais c'est vraiment ce qui m'a fasciné, c'est le parcours.
et de démontrer que chacun peut construire sa propre existence, à la fois au hasard des rencontres, mais aussi par ses décisions propres, par ses qualités personnelles, et par le fait de croire en soi-même. Tout le monde n'est pas forcément Moshe Feldenkrais. Non, bien sûr, mais c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée évidemment, mais chacun peut devenir soi-même. C'est ça le message fondamental. Et c'est aussi le message de M. Feldenkrais, puisque dans sa méthode, c'est pas lui qui impose de faire ceci ou cela, pas du tout. C'est une méthode qui est construite sur l'idée que chacun doit se découvrir lui-même. Oui. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et l'idée que rien n'est écrit. Le cerveau peut évoluer tout au long de l'existence. On peut créer de nouvelles connexions neuronales, etc. C'est un homme qui avait 40 ans d'avance, en fait, sur son temps. Puisque quand vous lisez ses livres où il parle de neurologie, aujourd'hui, si vous prenez un livre de neurologie appuyé par l'imagerie, c'est la même chose. Ah oui. C'est les mêmes... Donc voilà, Et alors je voulais pas faire une biographie, je voulais faire un récit, du storytelling, c'est-à-dire prendre mon lecteur et de l'emporter avec moi. Voilà. Et tout en gardant évidemment une certaine distance avec mon personnage, je voulais pas non plus faire une hagiographie de Feldenkrais, donc j'ai mis beaucoup d'humour. J'ai essayé en tout cas, et j'ai mis beaucoup de moi-même aussi. J'ai pris un peu de distance. Comme un narrateur, comme quelqu'un qui vous raconte l'histoire. Enfin, quand vous en parlez, quand même, cette méthode, elle vous parle quelque part, non? Ah, tout à fait, non, mais bien sûr, moi je suis très sensible. Donc vous avez quand même pu l'expérimenter un petit peu sur vous-même. Peut-être que maintenant, le livre étant fini, je vais expérimenter, effectivement. Mais oui, c'est une méthode qui est passionnante. Mais je ne me sentais pas qualifié pour parler de la méthode. Je ne suis pas praticien, je n'ai pas fait des Donc à votre avis, il y a un rapport entre quelque part, il y a un rapport entre le judo et la méthode Feldenkrais. Bien sûr. Quelque part, il y a un travail avec le corps dans les deux cas. Bien sûr, Feldenkrais, il en parle. Évidemment, j'ai quand même lu tous les livres de Moshe Feldenkrais, il y en a un certain nombre, j'ai vu beaucoup de vidéos, et évidemment, il en parle. Il est évident que, par exemple, il insiste énormément sur le rôle fondamental de la posture. Oui, la posture de façon à libérer de l'énergie pour autre chose. Et ça, c'est le fondement même du judo. Il parle aussi énormément de la réversibilité des mouvements, par exemple. Le fait que quand vous êtes engagé dans un mouvement, dans l'idéal, vous devriez pouvoir inverser le mouvement. Et ça aussi, c'est lié au judo. C'est justement ça qui est très intéressant chez lui, c'est cette double approche, ces doubles racines physiques via le judo et intellectuelle, scientifique. Autrement dit, il a une approche scientifique des activités corporelles et des activités mentales. Et il utilise aussi ses compétences d'ingénieur, parce qu'il est également ingénieur, pour, par exemple, tous les problèmes d'équilibre du corps, des différentes parties du corps, etc., de la dynamique. Donc il est quand même dans le domaine de la technique. En fin de compte, l'être humain, il faut comprendre la technique de l'être humain, son mode de fonctionnement. À la fois la technique et à la fois, je dirais, l'évolutivité. Il insiste aussi beaucoup là-dessus, sur le fait qu'on n'est pas câblé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la naissance avec des mouvements prédéfinis par un instinct. Et chacun se construit lui-même. Par exemple, sa femme était pédiatre, et donc il a passé des années à étudier les bébés et la façon dont un bébé commence à se déplacer. D'abord en rampant, et ensuite petit à petit comment il arrive tout seul, parce que c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est pas un instinct justement, c'est une construction qui se fait progressivement. Et si les conditions ne sont pas remplies à une certaine période de la vie, ça devient très difficile de le faire. Très difficile, mais pas impossible. Il y a le problème de l'autisme aussi qui peut se produire. Voilà, il a beaucoup travaillé avec les autistes. Les Israéliens travaillent beaucoup sur l'autisme. Et donc c'est vraiment un personnage fascinant. En plus, il est drôle, quoi. Il a de l'humour, il a de l'énergie, il a du punch, et il a de la chance aussi. Il rencontre les bonnes personnes au bon moment, et il sait exploiter ses rencontres. C'est-à-dire qu'il sait oser. Par exemple, quand il veut reprendre ses études en Palestine, mais il n'a pas d'argent. Alors, il est un peu embêté. Et en sortant, donc il a bien été accepté au lycée pour finir ses études, aller jusqu'à l'équivalent du bac, mais il n'a pas d'argent pour financer. Et il rencontre un professeur qui était membre du jury et qui lui dit, si tu n'as pas d'argent, t'as qu'à faire professeur. Il dit, non mais moi je suis
je suis étudiant, je suis pas là pour être professeur, c'est n'importe quoi. Et l'autre lui dit, non, non, mais donne des cours à des jeunes enfants. Et ça te permet, comme tu m'as l'air d'être très pédagogue et d'être très brillant, ça te financera tes études. Alors, plutôt que de rigoler ou de se mettre en colère et de dire n'importe quoi, ben Moshe se dit pourquoi pas. Et il a la chance que ce professeur lui permet de devenir le professeur particulier d'un couple d'intellectuels. Et ça fonctionne parfaitement. Et grâce à ça, il finance ses études. Voilà, donc c'est typique d'un exemple d'une rencontre. Donc ça, c'est la chance, le hasard. Mais comment on construit à partir du hasard. En fait, il a observé beaucoup de choses. C'est un grand observateur. Voilà, un grand observateur et aussi un grand homme d'action. C'est ça aussi. Oui. Combiner l'observation et l'action. Et aussi, c'est un humaniste et quelqu'un d'extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui considère que chacun peut s'améliorer, peut toujours à tout âge faire des choses qu'il pensait impossible de faire et de retrouver ses capacités corporelles, mentales, etc. Par exemple, il a travaillé avec Ben Gurion. Qui ressemble un peu à... Oui, il a quelque chose, ouais, c'est vrai. Donc Ben Gurion, il avait plus de 70 ans, était Premier ministre en exercice et il souffrait mais affreusement du dos. Il souffrait tellement qu'il ne pouvait quasiment plus travailler. Donc évidemment, en tant que Premier ministre, il avait consulté tous les plus éminents spécialistes en vain. Et un jour, quelqu'un lui dit, écoute, si tu veux, il y a un physicien là, il n'est pas médecin, il est physicien, mais il est passionné par les mouvements et le corps. Si tu veux, consulte-le. Et il l'a fait. Et en quelques semaines, Feldenkrais l'a guéri. Littéralement guéri, n'a plus jamais eu mal au dos. Et pour le démontrer, un matin, Ben Gurion est allé sur une plage à Tel Aviv. Il s'est arrangé pour qu'il y ait des journalistes. Et devant leurs yeux stupéfaits, devant surtout les appareils photo, il a fait le poirier. Donc il s'est retrouvé un matin à faire le poirier sur une plage de Tel Aviv. Et la photo a fait le tour du monde, bien sûr. D'accord. Et donc il a dit, Moshe Feldenkrais m'a remis la tête à l'endroit. Ça a été le début, on va dire, de certaines reconnaissances de Moshe. Oui, donc c'est ça, c'est quelqu'un qui regardait, il observait, il en tirait un enseignement. Voilà, et il avait aussi, je pense, un esprit de synthèse tout à fait remarquable, puisqu'il était capable de combiner, de synthétiser des informations qui venaient de domaines extrêmement différents. Justement, est-ce qu'il a travaillé sur d'autres sujets que ceux que vous avez abordés là? Il en a fait dans sa vie, il a fait des trucs incroyables pendant la guerre, donc évidemment, en tant que juif, d'abord, il a quitté Paris la veille de l'arrivée des Allemands, donc c'est tout pour dire qu'il était courageux. Et il a réussi à passer en Angleterre, et en Angleterre, il s'est mis au service de la marine anglaise, militaire, et il a travaillé sur les sonars. Donc il était dans un centre de recherche ultra secret. Il avait 35 ans à l'époque. Oui, donc là à l'époque il était ingénieur et il s'est spécialisé dans les sonars et il a eu, on a dit, c'est couvert par le secret militaire, mais ils ont en tout cas nettement amélioré les techniques des radars sous-marins. Voilà. Et comment est-ce qu'il... Donc ça c'est un autre... Il avait avancé dans ce domaine-là? Oui, il était en fait, il faut savoir que après l'indépendance d'Israël, il est allé en Israël, bien sûr, et il était directeur du département électronique de l'armée israélienne. De l'agence juive aussi, je pense. Comment? Il était à l'agence juive aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était électronicien aussi. Oui. Par formation, puisqu'il a un doctorat de physique. Hein. Oui. Voilà. Mais à côté de ça, il s'est passionné pour sa méthode. Pourquoi? Parce que d'abord, il avait réussi à soigner le genou, donc c'était déjà énorme. Et petit à petit, il a commencé à travailler avec d'autres personnes et à mettre au point cette technique, cette méthode qui est totalement révolutionnaire, qui n'avait rien de commun et qui était extrêmement efficace. Et il a beaucoup travaillé, par exemple, avec des artistes. Entre autres, il y a le premier violon de l'Orchestre national d'Israël qui avait perdu l'usage d'un bras pendant un attentat. L'attentat à l'aéroport dans les années 70. Et bien, Feldenkrais lui a permis de rejouer du violon. Avec sa méthode, justement, par l'idée qu'on peut toujours faire des mouvements autrement. Donc il a réappris à utiliser son violon. Ah d'accord, c'est ça, changer, voilà. C'est ça. Et il y a plusieurs chemins. Voilà, exactement. Et les chemins se construisent, chacun construit son chemin, y compris au niveau du cerveau et du système nerveux. Il a beaucoup travaillé avec des danseurs aussi, des personnes de théâtre, etc. Toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une excellente maîtrise du corps.
C'est plus que de Mais la alors donc maîtrise. finalement, il donnait des conseils individuels quelque part. Bah, il avait, là, il faudrait plutôt demander à mon ami Oui, Franck c'est ça, oui, Kuczynski, là. qui est le praticien. Pour l'instant, j'ai pas pu le faire. Hier, on en a parlé pendant pas mal de Voilà, temps, mais donc il y a deux approches pour le peu que je peux en dire. Il y a une approche individuelle et une approche de groupe. oui. Voilà, donc dans De quoi, l'approche de couple de groupe. De groupe, oui. Donc dans l'approche de groupe, le praticien en fait demande aux personnes d'essayer de faire des mouvements Voilà. à leur façon. Oui. Jamais en disant tendez le bras comme ci, comme ça, pas du tout. Hein. Il disait essayez de faire le mouvement le plus lentement Mais possible. quel mouvement? Des mouvements divers, par exemple rouler la tête. Donc il demande à tous de faire ça. Voilà, Mais mais chacun s'y prend à sa façon. Voilà, exactement. D'accord. L'idée c'est qu'en C'est un faisant peu des ce qu'on mouvements... voit là sur l'image. Là, quelque Ah ben part. voilà, exactement. Vous voyez, il a demandé de faire des étirements du cou apparemment, mais chacun le fait à sa façon, Voilà. lentement, sans jamais forcer. D'accord. Et donc de façon à prendre petit à petit conscience de ce qui se passe quand on fait le mouvement. Ça, Oui. c'est très important. Et alors au niveau individuel, il y a autre chose. Alors au niveau individuel, ça se passe sans parole. Et c'est le praticien qui va exercer avec les mains, il va exercer des pressions mais très légères. Mais l'idée est la même finalement, c'est de faire prendre conscience à ce qui se passe quand tel ou tel muscle est activé. Oui, oui. Voilà. Mais là, c'est vraiment ces formes qu'il D'accord, oui. faudrait... Bon, là, effectivement, je commence un peu mieux à comprendre. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'arrive pas à saisir exactement où était le génie dans tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a trouvé vraiment de très particulier. Et je crois qu'il a Ça fait- pourrait quand même s'analyser, je ne sais pas. Il a fait partie quand même d'un courant de pensée assez général qui s'est développé dans l'entre-deux-guerres, qu'on appelle, sous un terme générique un peu pompeux, le somatisme. Oui. Donc c'est tout un courant de pensée avec des gens comme Gergiev, Alexander et quelques autres, qui justement partaient de l'idée qu'il ne fallait pas séparer le corps de l'esprit. Toujours, ça c'est fondamental. Et que donc on pouvait, en travaillant sur la relation entre le corps et l'esprit, améliorer le fonctionnement du corps et par contre-coup le fonctionnement de l'esprit lui-même. Feldenkrais il fait une très très belle analogie dans un de ses articles. Il dit les psychanalystes, pour un psychanalyste c'est un peu pareil finalement, il n'y a pas de différence entre l'esprit et le corps, mais pour un psychanalyste on agit sur l'esprit et ça change le corps. Oui. C'est l'idée de la psychanalyse. En Feldenkrais, d'une certaine façon, c'est l'inverse. Je travaille sur le corps et ce travail sur le corps a un retentissement sur l'esprit. Oui. Par exemple, il dit si vous êtes stressé, anxieux, dépressif, etc., le fait de modifier votre posture, de retrouver l'énergie de votre corps, ça va vous aider à reprendre confiance en vous-même et ça va agir sur votre esprit. Voilà. C'est un peu une sorte de position inverse. Et par exemple, est-ce qu'il est intervenu dans le domaine de la sexualité, par exemple? Oui, tout à fait. Dans son premier livre, il traite de sexualité. Oui, parce que là, on est justement... Parce que les gens qui viennent le voir, est-ce qu'ils ont un profil, les gens qui viennent demander un... Non, je pense pas. Mais je pense quand même qu'ils ont des symptômes. Tout le monde, il y a des gens il y a un dysfonctionnement quelque part qui leur fait penser qu'il va falloir faire quelque chose. Tout à fait, ça peut être un dysfonctionnement purement physique, mais ça peut être aussi un mal-être, et ça peut être aussi surtout toutes ces douleurs diffuses qu'on a tous plus ou moins, le mal de dos, les crampes, voilà, tout ce genre de choses qui est difficilement pris en charge par la médecine aujourd'hui, mais que le Feldenkrais peut aider à traiter très efficacement. Et surtout, c'est une méthode douce. C'est ça qui est très intéressant. On ne fait jamais d'efforts, d'excès, on ne vous demandera jamais de forcer en Feldenkrais. Donc c'est plutôt un malaise physique au départ qu'un malaise psychique. Ça peut être les deux. Hein, parce qu'il a travaillé par exemple avec des enfants dits retardés et il a obtenu des résultats vraiment impressionnants. Oui. Il a beaucoup travaillé avec les enfants, avec les handicapés, soit moteurs, soit mentaux, soit les deux. Oui. Mais là, une fois de plus, je vous recommande. Mais d'ailleurs, je vais continuer s'il est d'accord avec lui, parce que moi, j'avance pas à pas dans la compréhension de cette méthode, mais on n'est pas encore arrivé. Voilà, donc moi, je plante le décor avec l'homme Feldenkrais, où je montre vraiment, c'est une vie vraiment exaltante et très très pleine d'enthousiasme. Cela dit, sur le salon, il y a d'autres méthodes qui sont proposées. Bien sûr. J'ai interviewé
la personne qui s'occupe du mouvement générateur, Oui, ben, j'imagine. Chantal Carrier. Ouais. Et alors, bon, moi, ça m'interpelle, je me demande quelle est la différence entre la méthode qu'elle propose et celle de Je Feldenkrais. pense que c'est des approches qui peuvent être cousines. Par exemple, il y a la méthode Alexander qui est très utilisée Oui, par les musiciens, qui est une méthode un peu différente de celle de Feldenkrais, mais c'est la même époque. Disons, je pense peut-être que Feldenkrais est plus large. Oui. C'est pas seulement une méthode thérapeutique, c'est beaucoup plus que ça. C'est une méthode de connaissance de soi-même et d'amélioration de soi-même. Alors, il y a une question qui s'est posée, c'était le... Alors ça, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez. Que le praticien, enfin, celui qui coach tout cela, doit avoir quand même une certaine aptitude, si vous voulez. Il faut qu'il sente les personnes. Oui, bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait surtout, je crois qu'il a une formation, et c'est pour ça qu'il y a une fédération Feldenkrais internationale qui surveille tout ça, qui a mis en place les parcours de formation et qui valide tous les praticiens. Oui, mais justement, il faut être capable de se mettre de sentir même, de percevoir la personne de manière plus aiguë que la moyenne des gens, quelque part. Je pense que tous les thérapeutes doivent faire preuve d'une grande empathie. Et puis aussi, le toucher, aussi, il y a des gens qui ont le fait de toucher, ça peut agir. Pour certaines personnes, ça agit sur Feldenkrais, à ma connaissance, c'est toujours un peu battu contre ça. Hein. D'accord, non, mais c'est Mais il n'empêche que, on peut penser que ça agit, effectivement. Mais disons qu'il ne voulait pas être réduit à des manipulations type magnétisme. Mais oui, c'est toujours un peu comme ça. Chaque fois que les gens ont des dons particuliers, voilà. Parfois ils préfèrent le mettre sur le compte de la méthode. Non, je pense que la méthode, c'est le soubassement. Et éventuellement, si en plus vous avez ce type de don, c'est encore mieux, c'est sûr. Oui. Ça va dans les deux sens, parce qu'on peut avoir, je n'aurais pas à vous provoquer, mais on peut avoir des dons spéciaux, et puis la méthode elle-même ne vaut pas énormément, mais grâce à ces dons, ça fonctionne. Ouais, et il y a d'autre part une méthode qui est très bonne, même si les gens ne sont pas doués. Voilà, ça va dans les deux sens. Voilà, je pense que la méthode est très bonne. Comme je vous le dis une fois de plus, je ne suis pas praticien pratiquant, mais c'est pour ça que vous pouvez en parler. Mais en tout cas, d'avoir étudié la vie et les écrits de Moshe Feldenkrais, ce que je peux dire aussi, c'est important, c'est que c'est un homme qui n'a jamais, mais absolument jamais voulu être un gourou. C'est l'anti-gourou par excellence, Moshe Feldenkrais. Mais là encore, on ne sait pas très bien à quel moment on est un gourou, on n'est pas un gourou. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a jamais prétendu régler tous les problèmes du monde, ni donner des directives. C'est l'inverse. Il est toujours parti de l'idée que c'est à l'individu de s'améliorer, à sa façon, à lui. Chaque individu est responsable de lui-même. Ça, c'est aussi un fondement de la méthode. En tout cas, la méthode porte bien son nom quand même. Voilà, bien sûr. Donc c'est quand même merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Voilà. J'espère que vous allez avoir d'autres suites, enfin d'autres interlocuteurs. Voilà. Devenir Feldenkrais. Et vous-même, vous écrivez sur d'autres sujets. Vous écrivez sur d'autres sujets ou c'est ça? Moi, je suis écrivain. Oui, j'ai écrit un roman d'amour. J'ai écrit des chroniques de mon village au centre de la France. J'ai écrit quelques nouvelles qui ont été publiées sur différents sites. Pour l'instant, c'est votre chef-d'œuvre, voilà. En tout cas, c'est mon dernier. Donc, mais j'en suis vraiment content parce que c'est 3 ans de travail, mais c'est aussi 3 ans de plaisir. Moi, vraiment, ça m'a fait plaisir d'écrire un livre tonique, positif, drôle si possible, et vraiment plein d'enthousiasme. Je trouve que dans le monde aujourd'hui qui est si triste et si mais on n'a déjà pas compris pourquoi vous en êtes venu à écrire ce livre, en fin de compte, d'une certaine manière. Ah, mais parce que tout simplement, j'ai une amie qui faisait du Feldenkrais et qui m'a raconté un peu la vie de Feldenkrais. C'est ça qui m'a vraiment... Oui, c'est ça, d'accord. Et quand j'ai commencé à raconter la vie à mes amis, à mes copains, ils étaient tous fantastique, super. Donc je me suis dit, il faut en faire un livre. Merci beaucoup. De rien.